Bien, Mesdames et Messieurs, Monsieur le chef d'état-major des armées, en cette rentrée, je tenais à faire le point avec vous sur les grands chantiers qui mobilisent le ministère de la Défense, outre les activités opérationnelles proprement dites. Bien sûr, si vous le souhaitez, je répondrai tout à l'heure à 2 ou 3 questions sur le contexte international, mais l'objet de cette conférence de presse est bien d'évoquer avec vous la rentrée du ministère, qui elle-même est très chargée autour de la préparation de l'année 2014, avec la loi de programmation militaire, le budget 2014, les restructurations et la réforme de l'organisation de certaines fonctions du ministère de la Défense. Avec le nouveau livre blanc sur la défense et la sécurité nationale et maintenant le projet de loi de programmation militaire dont l'examen au Parlement a commencé, j'y étais hier et encore ce matin, 2013 est une année décisive pour le renouvellement de notre politique de défense. Dans un contexte de fortes contraintes budgétaires, le président de la République a fait le double choix de notre autonomie stratégique et de notre souveraineté budgétaire, car l'une ne va pas sans l'autre. Le livre blanc de 2013 a résolu cette équation. Il l'a fait en éludant aucune menace. Nous aurions pu, et certains nous l'avaient suggéré, faire des économies faciles en fermant les yeux sur tout un pan de notre environnement stratégique. Mais ce n'était pas ma conception du travail de préparation de l'avenir. Nous devons mener ce travail pour garantir la sécurité du pays et l'avenir de nos armées. Au contraire, nous nous sommes tenus à un principe de sincérité dans la description des menaces comme dans la définition des moyens pour y faire face. C'est le sens du projet de loi de programmation militaire qui a été validé par le Conseil des ministres le 2 août dernier. Le président de la République a pris la décision de sanctuariser notre effort de défense. Et avec le nouvel modèle d'armée et ce niveau de ressources, nous maintenons la France au premier rang sur le plan stratégique. Nous resterons en effet, n'en déplaise à certains observateurs, l'un des rares pays dans le monde à pouvoir assurer simultanément les 3 missions fondamentales que sont la protection du territoire et de la population, la dissuasion nucléaire avec ses 2 composantes et l'intervention sur des théâtres extérieurs, aussi bien pour des missions de gestion de crise que de guerre, tout en nous appuyant sur une industrie particulièrement performante. Dans cette perspective, et je l'ai déjà dit ici au mois d'août, la préparation opérationnelle et les programmes industriels sont également au cœur du projet de la loi de programmation militaire qui conforte ainsi notre autonomie stratégique. En même temps qu'il préserve l'essentiel, ce projet de loi de programmation militaire prépare aussi l'avenir en marquant un certain nombre de priorités pour les études amont et la recherche, pour de grands équipements d'avenir, mais aussi pour le renseignement et pour la cyberdéfense. Bien sûr, cette programmation pourra être difficile. Loin de m'en cacher, je serai particulièrement vigilant sur ce point. Mais compte tenu du contexte, c'est un projet cohérent, très équilibré, ambitieux et pragmatique à la fois que je présente en ce moment devant les commissions compétentes du Parlement. Aujourd'hui même, j'ai présenté au Sénat le budget de la mission Défense dans le cadre de l'examen du projet de loi finances 2014. Ce budget, qui est le premier de la loi de programmation militaire, est en tout point conforme aux engagements du président de la République. Je vais en commenter les points essentiels.
Vous y trouverez la confirmation que la sincérité budgétaire est pour nous un objectif de très court terme, et c'est aussi ce qui fait la solidité de cette programmation. Conformément au projet de la LPM, le montant des ressources du ministère pour 2014 sera préservé au niveau de la loi de finances initiale de 2013. Au total, le budget de la mission Défense s'élèvera donc à 31,4 milliards d'euros. Pour rendre compatible ce maintien de notre effort de défense avec l'impératif du redressement des comptes publics, l'allocation de ressources exceptionnelles et la mise en œuvre d'économies interviendront dès l'année prochaine. D'abord, les ressources exceptionnelles. Conformément au projet de la loi de programmation militaire, elles s'élèveront à 1,8 milliard d'euros. Ce milliard 8 a une triple origine, et vous retrouverez au passage l'exigence de transparence que j'ai souhaité avoir. Premièrement, des crédits du nouveau programme d'investissement d'avenir, PIA, pour 1,5 milliard. Deuxièmement, le produit des cessions d'emprises immobilières pour 200 millions. Et troisièmement, d'autres ressources exceptionnelles pour 70 millions, dont des redevances versées au titre des cessions de fréquences hertziennes déjà réalisées lors de la précédente loi de programmation. Je précise que le 1,5 milliard du nouveau programme d'investissement d'avenir s'inscrit dans le montant global des 12 milliards annoncés par le Premier ministre en juillet dernier. Il financera des dépenses de recherche spatiale et des dépenses liées à la dissuasion. Les économies, quant à elles, porteront d'une part sur le fonctionnement, d'autre part sur la masse salariale. Sur le premier sujet, le ministère prévoit, en projet de loi de finances 2014, une baisse de ses dépenses de fonctionnement de l'ordre de 100 millions d'euros. Cette contribution représente environ 11% des 900 millions d'économies sur le fonctionnement décidées au niveau de l'État. Conformément aux orientations de la LPM, ces économies permettront de marquer en contrepartie un certain nombre de priorités dont je vais reparler. Économie sur le fonctionnement, économie aussi sur la masse salariale. Conformément au projet de loi de programmation militaire, la Défense réduira ses effectifs de 7 881 emplois en 2014. Dans un ministère qui a déjà connu, en particulier depuis 1996, plusieurs vagues de déflation, cette contribution en effectif au rétablissement des comptes publics a un prix singulier, j'en prends toute la mesure. Au-delà d'un dispositif d'accompagnement social rénové, j'agirai donc selon ma méthode, en prenant le temps du dialogue pour avancer point par point. Et pour le dire autrement, ma méthode n'est pas celle des coupes aveugles et systématiques dans les effectifs. Et sur ce sujet, je veux être très clair, il revient au gouvernement de faire des choix en matière de réduction d'effectifs. Ces choix, je les assume. Je les assume d'autant mieux que la défense fait l'objet d'une priorité budgétaire qui n'a que peu d'équivalent. Je les assume d'autant mieux aussi que les déflations que nous allons entreprendre respectent strictement les nouveaux contrats opérationnels que je signerai avec les armées avant la fin de l'année. Elles ne porteront donc pas atteinte aux capacités attendues de nos armées. Enfin, je rappelle mon engagement à préserver au maximum les forces opérationnelles dans le mouvement de déflation, en faisant peser l'essentiel de l'effort sur l'administration et le soutien. C'est bien la capacité opérationnelle que le pays attend d'abord de son armée, et de cela, je suis le garant sous l'autorité du président de la République. Et dès 2014, je tiendrai cet engagement, puisque les forces ne seront concernées que pour un tiers des déflations que je viens d'évoquer. Malgré un contexte budgétaire très contraint, le projet de loi de finances 2014 marque par ailleurs un certain nombre de priorités que je veux souligner. D'abord, il permet à la Défense de rester l'un des premiers recruteurs de l'État
avec 17 000 recrutements militaires et civils en 2014, dont une proportion importante de jeunes et de jeunes peu ou pas qualifiés. Il prévoit également une augmentation des crédits d'équipement, comme je l'avais annoncé, qui passe de 16 millions d'euros en loi de finances 2013 à 16 milliards d'euros, 16 milliards et demi d'euros pour 2014. Et conformément aux orientations du livre blanc, cette redotation vise à assurer la modernisation des armées et le renouvellement de nos matériels. Dans la même perspective, le ministère consacre un effort financier important à la préparation opérationnelle et à l'activité des armées. Les crédits d'entretien programmés du matériel, qui en sont l'une des clés, passent ainsi de 2,9 milliards d'euros à 3,1, soit une augmentation de 5,5%. Et c'est une mesure à laquelle je suis personnellement attaché, car l'activité et l'entraînement sont les conditions nécessaires pour pouvoir agir rapidement chaque fois que les impératifs de notre sécurité nationale ou de nos responsabilités internationales le réclameront. Pour préparer l'avenir, le PLF 2014 prévoit un financement de la recherche-développement à hauteur de 3,6 milliards, dont près de 750 millions d'euros pour les études amont. C'est aussi conforme aux engagements que j'avais pris au cours de l'année 2013. Ainsi, le ministère continuera de susciter et d'accompagner l'innovation industrielle et technologique. D'une façon générale, le budget pour 2014 permet de maintenir un niveau d'ambition élevé pour la défense et il permet en particulier la préservation du tissu industriel et de l'emploi. Sur le plan des acquisitions d'armement, la loi de programmation militaire fixe le cadre des années à venir. Pour le mettre en œuvre, nous devons mener des renégociations contractuelles avec nos grands maîtres d'œuvre industriels, car si tous les grands programmes sont maintenus, il est indispensable d'en adapter les cadences et parfois les cibles en cohérence avec les nouveaux contrats opérationnels retenus par le dernier livre blanc. J'ai chargé le délégué général à l'armement de cette mission et il me rend compte régulièrement de son avancement. Je dois dire ici que les industriels font preuve du sens des responsabilités, car ils savent que cette loi de programmation militaire est une loi de programmation d'équilibre qui préserve notre potentiel industriel. Et mon objectif est que d'ici à la fin de l'année, l'essentiel des dossiers ait été traité avec ces industriels. Nous avons déjà trouvé un accord sur les cadences du NH90 et du Barracuda, et pour le reste, nous avançons avec, de part et d'autre, une volonté réelle de réussir. L'année 2014 verra ainsi des avancées majeures en matière d'équipement. Seront commandés, parmi beaucoup d'autres, je cite l'essentiel, les avions ravitailleurs MRTT, il était temps, les drones MAL, il était temps aussi, le pod de désignation laser du Rafale, les véhicules du programme Scorpion, le 4e sous-marin Barracuda. Et seront livrés aux forces notamment le satellite franco-italien de télécommunications spatiales SICRAL, une frégate FREMM, 4 hélicoptères TIG, 7 hélicoptères NH90, 11 avions Rafale, 4 A400M désormais appelés Atlas, 60 missiles de croisière navale MDCN, 77 véhicules VBCI, etc. L'actualité immédiate de la défense, comme vous avez pu le constater vous-même, c'est la cérémonie de livraison du premier A400M Atlas que j'ai présidé sur la base aérienne 123 lundi dernier. Et à l'issue de la programmation militaire, il y aura en parc 15 de ces transporteurs, dont 4 déjà cette année. Vous le voyez, nos armées continuent à s'équiper des équipements les plus modernes, et ce, dès l'année 2014. C'est la traduction de ma volonté, dans la LPM, de maintenir les grands programmes et d'en lancer près de 20 nouveaux. Je voudrais dire un mot des mesures de restructuration qui sont annoncées aujourd'hui.
Si l'on compte d'une part les 10 000 postes à supprimer qui nous viennent de la précédente LPM, dont près de 7 900 se feront donc en 2014, et d'autre part les 24 000 qui correspondent au contrat opérationnel en lien avec l'effort national de stabilisation des effectifs de l'État, on arrive aux 34 000 postes auxquels le ministère devra renoncer entre 2014 et 2019. Ces orientations, ainsi que les travaux de réorganisation que je vais évoquer dans un instant, appellent une évolution du plan de stationnement des armées. C'est le sens des mesures de restructuration comportant des dissolutions. C'est le sens des mesures de transfert d'unités ou de la rationalisation des fonctions qui sont annoncées aujourd'hui pour ce qui concerne l'année 2014. Comme l'indique le document qui vous a été remis, qui va vous être remis, elle concerne principalement l'armée de terre et l'armée de l'air. Là encore, je vous dis les choses comme je les pense. Je comprends la fatigue d'un certain nombre d'unités qui ont déjà été restructurées, voire de nouveau restructurées. Et comment ne pas les comprendre? Mais il y a des nécessités devant lesquelles nous ne devons pas nous dérober. Oui, c'est dur, mais une fois que le constat est fait, nous devons aller de l'avant. J'observe d'ailleurs que dans mon entourage, et plus globalement, de nombreux officiers généraux et supérieurs ayant bien à l'esprit la situation du pays se projettent dans l'avenir et contribuent à la construction de nouveaux modèles. Ils savent prendre en compte à la fois l'évolution des menaces sur notre sécurité et le niveau des contraintes financières que connaît notre pays. Et c'est bien là notre démarche. Certains se sont émus du calendrier de publication de cette décision, et c'est à dessein que j'ai réservé la primeur des annonces aux premiers concernés, c'est-à-dire les personnels et les élus locaux. Je vais y revenir dans un instant. D'autres peuvent faire remarquer que je m'en tiens aujourd'hui aux restructurations de 2014. Là encore, je pense d'abord aux hommes et aux femmes concernés, au territoire aussi, et je veux me donner du temps pour ajuster au mieux, lieu par lieu, les mesures de restructuration que nous devrons prendre année après année dans le cadre de la future LPM au-delà de 2014. J'ai connu comme élu local dans une vie antérieure plusieurs restructurations de défense, donc je suis attentif aussi à la méthode. J'ai vu des méthodes brutales. Je dois vous dire que ce ne sont pas les miennes. Et pour ma part, je serai dans le dialogue permanent avec les élus comme avec les personnels, car ce sont eux qui font vivre au quotidien les liens fondamentaux qui unissent les territoires aux armées, et ces liens, je veux les préserver au maximum. Je veillerai donc à ce que la défense reste, dans la mesure du possible, largement présente sur le territoire national. Mais notre objectif est aussi, pour les sites que nous serons amenés à fermer, de permettre une transition dans les meilleures conditions possibles. Et j'avancerai en tout cas dans ce domaine avec le souci constant du contexte territorial, économique et social des mesures qui seront décidées. Et à cette fin, un dispositif d'accompagnement est prévu par ce projet de LPM, et il a déjà été affiché au mois d'août. Et d'une façon générale, en lien avec le Premier ministre et l'ensemble des ministres concernés, je prendrai mes responsabilités en veillant toujours au respect des hommes et des femmes qui servent sans compter notre défense. La préparation de l'avenir en 2013, c'est aussi la mise en route de la réorganisation du ministère, et je voudrais profiter de cette occasion pour décrire notre méthode de travail et les objectifs que nous poursuivons. Vous commencez à me connaître, je l'espère, et je n'ai pas pour habitude de critiquer l'action de mes prédécesseurs. Je ne l'ai pas fait depuis 16 mois, et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui, car j'attache une valeur très forte à la continuité républicaine à la tête de ce ministère. Je suis donc arrivé sans a priori, et sur la base d'un premier diagnostic, j'ai engagé un travail de longue haleine. En un an,
J'ai suscité une quarantaine de réunions associant les grands subordonnés du ministère. J'en ai présidé de nombreuses moi-même. Ce dialogue de fond sur la durée nous a permis de dresser un constat sans zone d'ombre sur les principales fonctions du ministère, les ressources humaines, les finances, le soutien, le MCO, les relations internationales. Au terme de cette année de travail, j'ai pris au début du mois de juillet une série de décisions. L'enjeu, c'est l'efficacité de notre action. Rationaliser notre organisation, la rendre plus efficiente et optimiser nos moyens. Tels sont les objectifs de cette réorganisation. L'enjeu, c'est aussi le bon emploi de l'argent de l'État, donc du contribuable. Et si le fait d'être l'un des premiers employeurs publics et le premier investisseur de France nous y incite naturellement, l'engagement du président de la République de sanctuariser le budget de la défense nous y oblige plus encore. Les décisions que j'ai prises sont autant de solutions pragmatiques, par fonction, pour répondre aux difficultés rencontrées. Sur les ressources humaines, j'avais constaté une dérive dangereuse à la hausse de la masse salariale, alors que même dans le même temps, le ministère engageait des diminutions drastiques de ses effectifs. Sur les ressources humaines aussi, j'avais trouvé tous les dégâts occasionnés par le dysfonctionnement de Louvois. Je dois vous dire ici, ce qui est en cause, ce n'est pas tel ou tel. C'est une organisation que je trouvais trop confuse. Il en faut donc une autre. Louvois en est la première illustration. Il y a eu la confusion, la précipitation, peut-être un peu d'aveuglement. La confusion, c'était celle des responsabilités. Et loin du principe que je veux réaffirmer, chacun doit faire son métier. La précipitation, c'était là encore l'absence d'une méthode respectueuse du personnel qui a conduit à aggraver les dysfonctionnements. L'aveuglement un peu, c'était aussi l'absence de réaction lorsque les premiers dysfonctionnements ont été constatés. Ma responsabilité est de remédier à cette situation. Il y a un an, j'ai déclenché un plan d'urgence. Ce plan d'urgence est opératoire, mais c'était un plan de transition. Il faut maintenant une solution, je sais, très attendue. Cette solution est en cours d'élaboration et elle sera validée par moi dans les semaines qui viennent. Sur les ressources humaines en général, je veux mettre fin à une certaine confusion et rétablir la clarté des rôles et la clarté des responsabilités, la lisibilité et la cohérence de la politique du ministère en matière de ressources humaines. Et à cette fin, j'ai confié au directeur des ressources humaines du ministère l'autorité fonctionnelle renforcée sur l'ensemble de la fonction RH. J'ai également souhaité que l'ensemble de la masse salariale du ministère soit unifiée en construction budgétaire et pilotée de manière centralisée par le secrétaire général de l'administration. L'enjeu, c'est de retrouver une meilleure maîtrise de notre titre 2, car c'est la condition indispensable de la réussite du reste. Dans le même état d'esprit, il m'est apparu indispensable d'améliorer la qualité et le partage de l'information financière comme la prévisibilité de la dépense de défense, tant au sein du ministère que vis-à-vis de l'extérieur, et notamment vis-à-vis de la représentation nationale. J'ai donc également décidé de doter le directeur des affaires financières du ministère d'une autorité fonctionnelle renforcée sur l'ensemble des centres de gestion. Il s'agit au demeurant d'appliquer au sein du ministère le décret de novembre 2012 sur la gestion budgétaire et comptable publique. Dans un autre domaine, mes visites dans les forces montrent un besoin évident d'améliorer le soutien et l'administration de proximité au sein des bases de défense. Là encore, il faut clarifier, harmoniser, simplifier le processus administratif. J'ai donc décidé de mettre en place une véritable gouvernance ministérielle des soutiens. Outre un comité ministériel que je présiderai, j'ai souhaité la suppression des états-majors de soutien de défense, tout en conservant évidemment au sein des états-majors de zones de défense existants certaines fonctions nécessaires au niveau régional ou fonctions nécessaires à l'armée de terre. Cette modernisation et simplification des soutiens reposera en grande partie sur la professionnalisation de ce qu'on appelle la chaîne de l'administration générale et des soutiens communs.
Le service du commissariat des armées, service expert, jouera le rôle majeur et exercera à ce titre l'autorité hiérarchique sur les groupements de soutien des bases de défense, les GS-BDD. Sur les relations internationales, j'ai constaté un éclatement de cette fonction entre de nombreux acteurs au sein du ministère, avec en plus une série de doublons. Donc nous ne pouvons pas poursuivre des duplications inutiles, et de toute évidence, le manque de coordination globale fragilise notre capacité à conduire une politique de défense cohérente. J'ai donc décidé la création d'une direction générale d'administration centrale unique qui sera chargée du pilotage de l'action internationale du ministère, ainsi que des affaires stratégiques et de la prospective, qui doivent recevoir une impulsion nouvelle. Je souhaite que cette direction générale soit opérationnelle dans sa nouvelle organisation à la fin de l'année. Cette réforme de la fonction relations internationales et affaires stratégiques n'enlèvera aucune compétence directement utile à quiconque dans ce ministère. Elle permettra simplement de parler d'une seule voix sur l'ensemble des questions internationales et stratégiques sur lesquelles nous sommes attendus. Concernant l'exportation, je veux profiter de l'occasion pour réaffirmer à quel point l'exportation de défense est un enjeu stratégique pour le pays, pour sa défense comme pour son économie, et à quel point le ministre de la Défense joue par conséquent un rôle central pour soutenir les exportations de défense. C'est tout le sens du comité ministériel des exportations de défense, le COMET, que j'ai mis en place et qui associe régulièrement à l'hôtel de Brienne tous les grands partenaires au sein du ministère, voire les entreprises, quand c'est nécessaire. Ce soutien repose sur un dialogue stratégique poussé et confiant avec nos partenaires. L'enjeu est le développement de relations suivies et approfondies avec des États avec lesquels nous partageons une lecture commune des enjeux de sécurité globaux. A contrario, le rôle de l'État n'est pas de mener une discussion à caractère technico-commercial qui doit rester du ressort des industriels porteurs de l'offre. Il faut donc éviter les effets d'annonce, les engagements de court terme et la gestion par à-coup. Cette politique commence à porter ses fruits. La période récente s'étant caractérisée par l'obtention de contrats majeurs, en particulier aux Émirats arabes unis, pour les satellites d'observation, les radars basse-couche, au Brésil, les satellites de communication, ou encore les hélicoptères en Ouzbékistan. Et par ailleurs, la négociation exclusive majeure engagée avec l'Inde sur la fourniture de 126 Rafales se poursuit favorablement. J'ai aussi de bons espoirs en Arabie saoudite, mais on aura l'occasion, je l'espère, d'en reparler bientôt. Un mot également du maintien en conditions opérationnelles. Je l'ai dit, je ne ferai pas du MCO, maintien en conditions opérationnelles, une variable d'ajustement budgétaire. Mais il est clair aussi qu'il nous faut dépenser mieux pour améliorer la disponibilité de nos matériels. Et j'ai décidé de restructurer la chaîne de soutien. Et à cette fin, j'ai mandaté le chef d'état-major des armées pour mener un projet ambitieux d'optimisation de notre chaîne logistique. J'ai également demandé un approfondissement de la réflexion sur la répartition des rôles et des responsabilités entre les différents organismes du ministère. Et je prendrai, concernant le MCO, mes décisions avant la fin de cette année. Vous voyez que les chantiers de la réorganisation du ministère sont nombreux. Ils vont même au-delà de cette analyse fonctionnelle. Je donnerai deux exemples. J'ai récemment présenté en Conseil des ministres un décret relatif aux attributions du ministre de la Défense. La genèse de ce décret est simple. Une parenthèse avait été ouverte en 2009. Cette parenthèse excluait de droit le ministre de la Défense d'un certain nombre de décisions concernant en particulier l'emploi des forces armées. Cela ne correspondait ni au Code de la Défense jusqu'ici appliqué, ni aux directives prises par le général de Gaulle en 1962 et confirmées par le président Mitterrand en 1982, qui organisait le ministère autour de trois piliers représentés par le chef d'état-major des armées, le délégué général à l'armement et le secrétaire général pour l'administration, ayant chacun pour mission d'assister le ministre dans l'ensemble de ses fonctions. Comme François Hollande lorsqu'il était en campagne présidentielle, et comme le président de la République, une fois élu, m'en a donné le mandat, j'ai refermé cette parenthèse et je l'ai fait, et je tiens à le préciser, sans remettre en cause le décret de 2005 qui consacrait l'indispensable interarmisation du commandement de nos armées et qui consacre aussi la place de la préparation et de la planification et de la programmation
militaire dans le cadre de cette interarmisation. Je veux également évoquer Balard, où seront bientôt regroupés l'ensemble des états-majors et des services centraux du ministère. Le chantier avance en bon ordre, je m'en félicite. Je me rendrai d'ailleurs bientôt sur place pour constater l'avancement du projet. Ce mouvement d'unification du ministère permettra en même temps de développer la transversalité entre les armées et les services. C'est la concrétisation d'évolutions historiques, mais aussi d'évolutions plus récentes que je viens d'évoquer à l'instant. Et il va de soi que le ministre aura toute sa place à Balard, dans le cadre opérationnel du ministère. En même temps, à l'approche d'importantes manifestations internationales commémorant le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale et le 70e anniversaire de la libération de la France, le lieu où tant d'illustres ministres et chefs militaires se sont succédés, de Clemenceau et le général de Gaulle en particulier, le lieu où tant de décisions majeures ont été prises pour préserver notre liberté et notre indépendance nationale, ce lieu, l'hôtel de Brienne, ne saurait pour autant être abandonné. Donc Brienne sera encore au ministère, mais le ministre sera aussi à Balard. Mesdames, Messieurs, si la vocation de la défense est d'abord opérationnelle, elle repose sur un socle qui se prépare dans le temps long, dans le temps plus long des décisions que nous venons de prendre à travers le nouveau livre blanc et à travers le projet de loi de programmation militaire, à travers aussi les chantiers de réorganisation qui m'ont semblé nécessaires. Dans un ministère dont la solidité doit être à toute épreuve, je sais que de telles évolutions, qui visent précisément à asseoir notre politique de défense sur des bases plus solides, peuvent néanmoins générer des fragilités provisoires. Loin de les négliger, je veux en prendre toute la mesure. Devant vous, j'ai rappelé ma méthode, fondée sur l'écoute, sur le dialogue, sur l'intelligence de situation, qui fera toujours passer l'analyse fonctionnelle devant une logique purement arithmétique. Et sur l'ensemble des sujets que j'ai évoqués, ma démarche est donc d'associer autant que possible toutes les parties prenantes, et c'est aussi pour cette raison que nous souhaitons que le ministère dispose d'instances de concertation plus efficientes. Et devant l'ensemble des conseils de la fonction militaire reçus lundi soir au Palais de l'Élysée, le président de la République a rappelé la singularité du métier de soldat. C'est cette singularité qui a justifié le combat que j'ai mené pour porter la voix des militaires dans les débats sur les retraites. Je me félicite que les spécificités de leurs conditions aient été prises en compte, tandis qu'une iniquité née de la loi de 2010 a été réparée. Parmi les spécificités du régime de retraite des militaires, par exemple, le régime des bonifications était tout sauf un privilège. C'était la juste prise en compte des contraintes propres au métier des armes, et je suis heureux de l'avoir établi. Concernant la concertation, c'est bien cette singularité, c'est-à-dire le risque de perdre la vie, comme l'éventualité de donner la mort, qui justifie un statut particulier. Mais la stricte obéissance au chef, essentielle, ne s'oppose pas à l'entretien d'un dialogue, bien au contraire. Le président de la République a donc lancé la rénovation de la concertation militaire, et à sa suite, j'ai saisi l'ensemble des chefs militaires et acteurs du dialogue dans les armées pour que des propositions de rénovation soient présentées à la 90e session du Conseil de la fonction militaire en décembre prochain. Mais comme je l'ai dit aux membres du CSFM, on ne rénove pas la concertation sans concertation, et ils seront donc totalement associés aux travaux de cette préparation.